Bonjour à tous, on va parler de la conversion analogique numérique. Donc la conversion analogique numérique, c'est quoi? C'est le passage d'un signal analogique avec différentes valeurs dans le temps à des valeurs numériques, donc des nombres, à un intervalle de temps. Le symbole, c'est ça, analogique c'est CA, numérique c'est des dièses pour nombre. Voilà. D'accord? Il y aura deux opérations à faire, ce qu'on appellera l'échantillonnage d'un côté et la quantification de l'autre côté. Alors, pour comprendre ça, on va parler un petit peu des notions, des différentes formes de notions de signaux. Donc, je vais descendre un petit peu. Voilà. Donc, les signaux sont soit continus, soit discrétisés. On va voir pour obtenir un signal numérique, et on va partir d'un signal analogique. Donc, le signal analogique, le temps, il est continu. Il ne se passe rien, le temps, ça suit. L'amplitude est continue. On ne lève pas le stylo quand on écrit, on voit bien l'amplitude de mon signal. D'accord ? Pour en passer à un signal numérique, on va d'abord le discrétiser, ça veut dire qu'on va essayer de rendre des valeurs discrètes. Donc, on n'aura plus, par exemple, de chiffres à virgule. On aura des valeurs qui sont entières ici. On va mettre des paliers. En fonction de la tension, on aura un palier. Et donc, on a des sauts. Voilà, quand on parle de c'est discret. Ensuite, on va faire une deuxième chose. On parlera ici, donc avant de continuer, on parlera ici de la résolution. Donc, la résolution, ça nous permettra de déterminer le nombre de paliers qu'on va avoir. Et puis, une deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est s'occuper de la fréquence d'échantillonnage. Les échantillons. L'échantillon va prendre à intervalle de temps un échantillon. Et ça, c'est déterminé par une fréquence d'échantillonnage. On aura, dans les cas limites, besoin de connaître cette fréquence d'échantillonnage. Ce sera que dans les cas limites. Mais quand même besoin des deux. Et les deux, l'échantillonnage plus la quantification, donnent un signal numérique. Et un signal numérique, finalement, c'est des nombres donc, qui sortent à intervalles réguliers. Commençons donc par la résolution, puisque c'est par là, en général, que se posent les premiers problèmes. Donc la résolution, c'est quoi? C'est le nombre de bits qu'un convertisseur a. Ici, il a 8 sorties, donc 8 bits. Donc ici, ce convertisseur ici, qui est analogique numérique, on l'a dit, donc il aura 8 bits, donc 2 puissance 8, ça va nous donner 256 combinaisons. Si je représentais ici les bits, de 0 jusqu'à 15, les valeurs, donc le poids, à chaque fois la puissance et le poids derrière. Donc ici, les valeurs en décimales. Donc avec 8 bits, on a 0 à 7, on va voir quand tout est à 1, on a 256 combinaisons pour 8 bits. D'accord? Valeur allant de 0 à 255. Pour 10 bits, on va passer à 1024. D'accord? On aura 0 à 1023. Pour 12 bits, on va passer à 4048. Et puis pour 16 bits, jusqu'à 65 768. Pourquoi j'en parle de celui-ci? Parce que généralement, c'est les convertisseurs qu'on a dans les convertisseurs analogiques numériques destinés au traitement du son, typiquement. On va continuer. Petit exemple, la résolution. Alors c'est très simple, prenons l'exemple de résolution avec un convertisseur 2 bits. Alors 2 bits, ça veut dire qu'il y a 4 valeurs possibles. Donc la valeur 0, la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3. Si on en travaille entre 0 et 10 volts, chaque palier, puisqu'on parle de palier, la résolution résoudra le problème des paliers, on va avoir des paliers de 2,5 volts. Ce qui fait que le signal, s'il évolue entre 0 et 2,5, il sera toujours considéré comme un signal qui vaut 0. Pas très pratique. Mais pourquoi pas? Voilà, donc on a des gros paliers. On parle de quantum. Le quantum, c'est la tension maximum qu'on va pouvoir convertir sur le nombre de paliers qu'on va avoir. Donc ici on a 4, donc le quantum vaut 2,5 volts. Voilà. Bon, c'est un cas purement d'école, puisqu'en pratique, on n'aura jamais des convertisseurs aussi petits. Prenons un cas 3 bits, on va augmenter un peu la difficulté. Donc on passe de 0 à 8. Toujours sur 10 volts, donc de cette façon, les paliers sont plus fins, on peut mieux détecter la variation du signal d'entrée. Et le quantum vaudra 10 volts sur 8, 1,25 volts. Sur 4 bits, on va augmenter comme ça, sans arrêt, le quantum va passer à 0,625 volts. Donc un convertisseur, on a dit, il y a des cas qui sont possibles, le 8 bits, convertisseur qu'on peut rencontrer, qui est donc 256 combinaisons. En général, on sera sur, quand on travaille avec par exemple des cartes Arduino, on est sur 1024 bits, 1024 combinaisons, donc 10 bits. Et puis sur des ESP32 par exemple, on sera sur 2048 combinaisons et un 12 bits en général. Donc là, on aura donc une résolution bien plus élevée. Le 16 bits, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour tout ce qui concerne l'audio. En général, la conversion, elle est linéaire. C'est-à-dire que quand on a, c'est une droite, donc on a toujours, pour 0 on a 0, après pour 1 on aura 1, etc. Pour 2 on aura 2, etc. Ici,
on a mis une échelle, on a mis pour 8 volts, on a le chiffre, on aura le chiffre, enfin 7, on a les 8 combinaisons, d'accord? Pour 7, on a 7, voilà, si vous préférez. Donc voilà, là c'est linéaire. Donc le quantum ici vaut 1 volt. Mais bien sûr, on ne va pas rester sur un chiffre aussi petit, hein, on va s'arranger pour s'adapter pour que le quantum soit plus fin possible. Ce qu'on appelle la pleine échelle, c'est cette valeur, l'évolution de mon signal. Mon signal peut évoluer entre deux valeurs, d'accord? Donc ici, le quantum, c'est la valeur de la pleine échelle divisée par le nombre de combinaisons. En général, la pleine échelle, c'est 5 volts, donc pour un 8 bits, on aura 19 millivolts, donc tous les 19 millivolts, on va avancer de 1. Donc au départ, on est à 0, à 19 millivolts, on est à 1, à presque 38 millivolts, on sera à 2, etc., etc., on continue comme ça. Si on a 10 bits, on est à 5 millivolts. C'est très pratique aussi. Et puis en 16 bits, on est à 76 microvolts. Donc on va pouvoir voir des variations du signal de 76 microvolts. Valeur de pleine échelle, qu'est-ce que c'est? Alors voilà, je descends. La valeur de pleine échelle, c'est la différence entre la plus grande et la plus petite valeur de la tension d'entrée. Donc, mon signal est ici. Il a deux tensions. Généralement, c'est le 0 volt. Et puis ici, la tension d'alimentation, qui peut sûrement, c'est du 5 volts ou du 3,3 volts, suivant le composant qu'on va utiliser. Le signal d'entrée ne peut pas évoluer en dessous de cette valeur-là et pas au-dessus de celle-ci. S'il est au-dessus de celle-ci, il sera considéré comme ayant atteint celle-ci. S'il est en dessous de celle-ci, la tension de référence négative, on sera considéré comme tension négative, atteinte ici, et pas plus bas. Donc en général, on a un VRF qui vaut 5 volts, un VRF- qui vaut 0 volts, et en pleine échelle, donc on a 5 volts. C'est le cas de la carte Arduino. On peut avoir aussi, si le signal par exemple d'entrée est négatif, il vaut mieux prévoir un convertisseur qui gère ça. Il y a des convertisseurs qui le font, qui vont de 5 volts avec moins 5 volts, on prend une pleine échelle de 10 volts. Donc il faut observer un petit peu ça. Et puis quand on peut régler aussi des fois des valeurs qui sont un petit peu différentes, on peut avoir un VRF- qui peut être, qui n'est pas forcément 0, qui peut être 2 volts, à ce moment-là, la pleine échelle vaut 3 volts. Sur les cartes Arduino, on va descendre un tout petit peu, on a 6 entrées analogiques qui sont ici, qui s'appellent A0 à A5, qui ont une résolution de 10 bits, donc on va être sur un convertisseur 10 bits, et la tension de référence par défaut, c'est 5 volts, puisque le VRF- vaut toujours 0, donc la valeur de pleine échelle, ce sera 5 volts. Par contre, il y a une petite entrée ici, qui est indiquée ici, qui correspond à RF, c'est une tension, donc on peut mettre une tension un peu différente de la tension pleine échelle, de référence, et donc du coup on va travailler sur une tension pleine échelle qui sera égale à RF. Ça peut être intéressant, si vous avez un signal qui évolue entre 0 et 3 volts seulement, et il ne va jamais au-dessus de 3 volts, convertir entre 0 et 5 volts, c'est perdre la qualité. Il vaut mieux travailler entre 0 et 3 volts. Et comme ça, vous utilisez à 0 et 3 volts la pleine échelle de 0 à 1023. C'est bien plus intéressant. Passons maintenant à la deuxième partie. Donc avant de revenir sur la deuxième partie, un petit résumé. Donc là, on a quantifié. C'est le nombre de bits qui va donner les différents paliers. Donc convertisseur un Arduino, c'est 10 bits, donc on aura 1023 paliers, 1024 paliers. Maintenant, parlons d'échantillons. Alors les échantillons, c'est la fréquence sur laquelle on prend des échantillons. Donc habituellement, c'est la période d'échantillonnage. À quelle fréquence on prend l'échantillon? Tout simplement, on prend un échantillon toutes les secondes, on prend 2 échantillons par seconde, 10 échantillons par seconde, 100 échantillons par seconde, tout dépendra de la vitesse où vous l'avez. En audio, on prend 44 100 échantillons par seconde. C'est comme ça qu'on le définit. C'est pour ça qu'attention, dès que vous allez très vite, vous prenez beaucoup d'échantillons, mais il va falloir, ça prend vite beaucoup de place, il faut beaucoup de mémoire. Sur nos cartes, quand on fait des projets, en général, on a des fréquences très faibles, parce qu'on prend un échantillon pour un signal qui évolue très lentement. Mais il y a même des problèmes si vous voulez mesurer un signal qui va très 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 vite, même si vous prenez un signal pendant une très courte durée. Le problème, c'est ce qu'on appelle le problème de théorème de Shannon. Alors Shannon, il dit quelque chose de très simple, il dit que la fréquence d'échantillonnage, là dans lesquels on prend les échantillons, doit être au moins supérieure à 2 fois la fréquence du signal que vous voulez mesurer. Si ce n'est pas le cas, vous perdez de l'information, même vous risquez de mélanger les informations. C'est plus que des pertes. Alors je vous l'explique ici. Donc si ici je prends un signal qui évolue très vite, si je prends quelques échantillons de temps en temps, pas assez, parce que là j'en ai pris que 1 par période, et mon signal final va avoir une forme un peu bizarre, mais il n'aura pas du tout la forme du signal rouge. Si j'en prends 2, j'aurai une forme peut-être triangulaire de mon signal de sortie, je réfléchis comme ça en moyenne, mais au final ça ressemble déjà plus au signal d'entrée rouge. C'est ça le théorème de Shannon. Il dit qu'il faut au moins prendre 2 échantillons par période du signal. Donc voilà, prenons un signal ici. Donc si je prends beaucoup d'échantillons, là j'ai suréchantillonné, c'est pas bien grave. Si vous suréchantillonnez, vous augmentez la précision de votre signal, vous suivez bien votre signal. C'est souvent le cas, ce genre de choses. Si vous avez par exemple une
une température qui évolue très lentement. Bon, vous allez prendre un échantillon toutes les minutes, ça suffira. Hein. Vous n'allez pas perdre l'information du signal de la température. Vous ne risquez pas de vous tromper sur la température, parce que c'est un signal qui sera très très lent. Sur un signal très rapide, comme un moteur qui démarrerait, ou quelque chose comme ça, ou une impulsion, c'est déjà plus compliqué de ne pas prendre assez de signaux. Donc, Shannon dit ça. Il dit si vous prenez au minimum 2 échantillons par période, vous obtiendrez un signal, ici on verra triangulaire, mais ça ressemble beaucoup au signal bleu. Si j'en prends pas assez, échantillon tombe, je vais perdre l'information. Le signal en bleu ciel ici sera perdu. D'accord? Parce qu'on est sous-échantillonné. On n'a pas pris assez d'échantillons. Alors l'Arduino, qu'est-ce qu'il a comme limite? En théorie, il a, alors c'est le cas le plus standard, il met 100 microsecondes pour convertir. Donc un signal, ça veut dire que vous pouvez faire 10 000 mesures par seconde. Ça peut paraître beaucoup, mais dans certains cas, c'est un peu limite. On peut optimiser le système avec des petits traitements particuliers. On peut arriver à augmenter la rapidité de conversion d'une carte Arduino. Mais c'est des cas très pratiques, pas toujours très pratiques à utiliser, dans des cas très particuliers de mesure. Donc ça veut dire que le signal d'entrée ne doit jamais dépasser 5 000 Hz. Donc 5 000 Hz, vous allez dire, ah ouais, mais moi, mes signaux, ils varient jamais à cette fréquence-là. Si je mesure, par exemple, une température d'une pièce, je vais prendre un échantillon de temps en temps. Alors bon, une température, c'est encore trop brûlant, mais si vous prenez quelque chose qui tourne, je sais pas, toutes les secondes, vous prenez une mesure, ou même à 100 Hz ou 1000 Hz, vous faites 1000 mesures à la seconde, vous allez dire, je suis tranquille, je suis largement en dessous des 5000. Sauf qu'il peut se passer un phénomène particulier qu'on appelle le bruit. Alors un signal normal, il est comme ça. Alors, je vais vous présenter ce que c'est ce bruit. Un signal, prenons une signal sinusoïdal normal. Il a une fréquence. Ici, c'est environ 150 Hz, voilà, 100 Hz, 150 Hz qui est présenté. Si je rajoute du bruit, ça peut être un signal qui va être perturbé par un champ magnétique à côté, quelque chose qui va le perturber et qui va rajouter un bruit. Un bruit, en général, par définition, a une fréquence infinie. Et donc, ça veut dire des fréquences infinies qui vont se rajouter à votre signal. Donc, mon signal ressemble à ça. Mais du coup, mon 100 Hz, il est là, mais là, j'ai des fréquences qui vont devenir qui sont toujours là, et qui peuvent être à l'infini. Et ça n'obéit plus au théorème de Shannon. On n'est plus juste. Donc, du coup, on va dépasser les 5000 Hz et on ne sera plus, par rapport au théorème de Shannon, juste. Et ça aura des conséquences assez importantes. Alors, pour vous montrer les conséquences, on parle de... je vais vous montrer ici le principe. Quand les fréquences hautes vont ce qu'on appelle replier. Alors, ne me demandez pas pourquoi et comment, on ne va pas revenir là-dessus, c'est la théorie, on va pas chercher à expliquer tout ça, il y a beaucoup de mathématiques derrière, mais grosso modo, pour vous dire que les fréquences élevées vont se retrouver sur les fréquences faibles, et se mélanger aussi aux fréquences faibles. Et résultat, vous aurez un signal de sortie que vous allez mémoriser ou numériser, qui ne sera pas cohérent par rapport au signal d'entrée. Pour éviter ça, on met obligatoirement ce qu'on appelle un filtre anti-repliement. Alors un filtre anti-repliement, c'est en anglais, ça permet de limiter, de couper le signal. Donc même s'il est bruité, le bruit va être filtré. C'est un filtre finalement, qui va laisser passer que les fréquences qui nous intéressent, et le bruit qui sera au-dessus, même s'il y a du bruit sur le signal, tant pis. Le signal, par contre, ce qui est important, c'est que le bruit au-dessus du théorème de Shannon soit éliminé. C'est tout ce qui nous intéresse. Donc il faut faire attention à ça, c'est tout. Donc c'est un filtre, on va mettre un filtre passe-bas, en général c'est une composante RC. Il y a un dernier composant qu'on va voir, ça s'appelle l'échantillonneur bloqueur. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, on n'a pas juste un échantillonneur, on ne prend pas juste des échantillons. On bloque pour avoir le temps de convertir. Voilà, parce qu'il faut du temps pour convertir, donc on va bloquer le signal pour éviter qu'il évolue pendant ce temps-là, maintenir à une certaine valeur qu'on a échantillonné. Voilà, j'ai fini pour ce cours.